Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire oblige, toujours le premier jeudi qui suit les vacances de Toussaint, soit le jeudi 10 novembre. Notre invité aujourd'hui, un binôme, Régis Vivier et Caroline Fourniol, référent lutte contre le harcèlement scolaire au sein de l'Académie de Grenoble. C'est bien cela, monsieur Vivier? J'ai tout juste pour l'instant. Oui, bonjour, merci, tout à fait. Bonjour Régis Vivier, bonjour Caroline Fourniol. Merci de partager ce petit moment avec nous. Référent lutte contre le harcèlement scolaire, en quoi cela consiste-t-il? Alors, c'est une tâche que madame la rectrice de l'Académie de Grenoble nous a confiée. Voilà, elle nous a donné sa confiance pour effectivement avoir un regard à la fois transversal et de proximité vis-à-vis des établissements, voilà, des personnels, des établissements et des élèves. Voilà. Donc il y a une double casquette, il y a la casquette de conseil auprès de madame la rectrice et puis le rôle d'acteur avec les établissements, avec un regard périphérique en tant que référent académique, puisqu'on a la possibilité d'avoir un grand nombre de situations qui nous arrivent, des situations qui nous permettent aussi d'établir des process, d'établir aussi des liens avec les différents acteurs de manière à réagir le plus efficacement afin qu'aucun élève et aucun personnel souffre. Voilà. D'accord, une cause qui vous tient à cœur, on imagine, et qui devrait tenir à cœur du plus grand nombre. Madame Fourniol. Dans l'Académie de Grenoble, ce sujet est au travail depuis de très nombreuses années, depuis plus de 12 ans, et travaillé par des formateurs académiques qui se sont investis. Et donc, nous avons le plaisir de reprendre un travail de longue haleine et de le corréler avec les préconisations du ministère sur le programme phare prévention du harcèlement scolaire. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Comment devient-on référent lutte contre le harcèlement? Alors, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est dans nos fonctions respectives, que ce soit moi en tant qu'inspecteur, Caroline Fourniol en tant que proviseur vie scolaire, on est en lien, j'allais dire, quotidien, permanent avec les établissements et avec les acteurs de l'école. Donc à la fois par nos missions, j'allais dire, premières, à la fois par rapport à notre expérience aussi, on pourra peut-être en parler, par rapport à notre parcours. Voilà, madame la rectrice a considéré qu'on avait peut-être un regard et j'allais dire un attachement à cette cause, ce qui est le cas. Voilà, et je pense pouvoir parler pour nous deux là à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'est une histoire de confiance. Voilà, une histoire de confiance. Alors d'autres collègues pourraient et aussi dans l'académie s'occuper et traiter effectivement de ce sujet important. Mais voilà, on peut dire que Caroline Fourniol et moi-même, on est attachés effectivement à ce soin à apporter au sein de l'école, au sein des établissements et des écoles aussi du premier degré. D'accord. Je parle depuis tout à l'heure du harcèlement, mais il n'y a pas que le harcèlement, il y a aussi le cyberharcèlement. C'est un problème qui prend de l'envergure. Alors, c'est un problème qui prend de l'envergure depuis quelques années et qui modifie. Là, je vais faire peut-être vous donner l'analyse, qui modifie, j'allais dire, la vie de l'élève et ce qu'on appelle la vie scolaire en particulier. C'est-à-dire que l'arrivée par exemple des réseaux sociaux, voilà, au niveau numérique, avec cette génération d'élèves, réseaux sociaux qui ont plein de vertus aussi, attention, il faut le dire, mais néanmoins ça prolonge le temps de j'allais dire de vie de l'élève en dehors du temps scolaire. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, avant, un événement qui pouvait avoir lieu au sein de l'école était généralement traité avant la fin de la journée, à la fois par les équipes éducatives, en lien avec les enseignants, avec les directions, les familles. Généralement, on trouvait une solution avant la fin de journée et globalement, ça s'arrêtait dans beaucoup de situations, ça s'arrêtait là. Là, maintenant, effectivement, les médias, les réseaux sociaux font que un événement qui a lieu, et notamment dans le cadre du harcèlement, peut prendre des proportions en dehors du temps scolaire, le soir, à la maison, et quand les élèves reviennent le lendemain matin, voilà, on a des fois des situations qui se sont un petit peu envenimées, qui ont empiré. Donc voilà,
après, le cyberharcèlement, il y a aussi évidemment la dérive de tout ce qui peut être caché, bien évidemment, voilà, des jeunes qui peuvent être, j'allais dire, interpellés de manière, voilà, des fois un petit peu sournoise. Et si on ne fait pas attention, si on ne les prévient pas, si on ne fait pas une éducation eh bien, ils peuvent très facilement se laisser embarquer, j'allais dire, dans des choses pas très sympathiques. Et voilà. Donc, la place du cyberharcèlement, évidemment, en 2022, elle est forte et on est attaché à la fois à ne pas diaboliser les outils, mais en même temps protéger et prendre soin des élèves. Et là, ça passe par l'éducation notamment, et notamment l'éducation aux médias et à l'information, qui, je le rappelle maintenant, on pourra reparler, fait partie aussi des programmes. D'accord, donc vous parliez justement des élèves. Quels sont les signes avant-coureurs qui montrent qu'un élève est victime de harcèlement ou de cyberharcèlement ? Alors c'est une question très importante puisque le repérage de ces signes, que ce soit des signaux faibles ou des signes très très explicites, permettent de traiter au plus rapidement la problématique de harcèlement qui advient. C'est pas une question simple que vous posez là. Parce que autant de signes différents que de situations différentes et que de profils d'élèves différents. Dans nos formations, on alerte beaucoup les professionnels de l'éducation qui sont les professeurs, les personnels de vie scolaire, conseillers principaux d'éducation, AED, direction, et dans les écoles, les professeurs des écoles ou les ATSEM sur un comportement qui se modifie de la part de l'enfant. On peut avoir un comportement de type décrochage scolaire qui déjà prend quelques temps pour se diagnostiquer. On peut aussi être face à un élève qui se trouve en situation de mal-être et qui le dit ou qui ne le dit pas. Donc cela demande à la fois une observation attentive des élèves, une écoute, et puis aussi un relais par les pairs, parce que on le sait, dans la problématique du harcèlement, bien souvent la problématique peut passer inaperçue aux yeux des adultes, parce que les élèves jouent ces relations délicates et difficiles dans leurs relations interpersonnelles, parfois pendant un cours ou aux interclasses ou pendant la récréation, et cela peut passer inaperçu aux yeux du professeur. Donc l'importance du relais par les élèves, et d'où on va peut-être y venir, c'est cette notion d'ambassadeur, élève présent dans le programme phare. En tout cas, c'était vraiment cette question des signes d'alerte est une question compliquée qui est aussi en lien avec le climat scolaire et la qualité de confiance des enfants envers les adultes qui les accueillent à l'école et au collège. D'accord, merci. On parle depuis tout à l'heure, on parle des enfants, mais le harcèlement, le cyberharcèlement, ça concerne aussi les adultes. Oui, ça concerne les adultes. Nous, on est amenés alors beaucoup dans nos fonctions, j'allais dire différentes, à travailler en proximité. D'un côté avec les personnels dont on a la charge, mais aussi de l'autre côté avec les responsables académiques, notamment la direction des ressources humaines, qui est là pour, j'allais dire, accompagner l'ensemble des adultes et des personnels de notre institution, qui est là pour effectivement à la fois les soutenir, leur proposer des solutions. Donc pour nous, la RH, c'est effectivement cet aspect important des choses aussi dans notre action, de pouvoir travailler en équipe sur la prise en compte de chacune des situations qu'un adulte pourrait effectivement avoir à faire face dans le cadre de son travail. Oui, alors ça a toujours été, voilà, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. La différence peut-être par rapport à avant, c'est une société sans doute qui a évolué, bien évidemment, mais néanmoins il y a une chose positive, c'est qu'on signale maintenant. On signale beaucoup plus. Alors certes, des fois les chiffres peuvent paraître et il y a une médiatisation aussi qui est plus importante. Donc on aurait l'impression effectivement qu'il y a beaucoup de situations. Alors il y en a, on va pas bien évidemment, mais néanmoins il y a eu un effort. Caroline Fourniol le disait tout à l'heure depuis quelques années maintenant, un attachement particulier et des relations particulières qui se sont créées entre référents académiques, entre cadres administratifs, entre RH, avec les directeurs académiques aussi dans les départements, avec le cabinet de Madame la rectrice, évidemment, et qui fait que on a, j'allais dire, peut-être une prise en charge
plus ciblée, plus efficace, et aussi, on parlait des élèves tout à l'heure, aussi au niveau des adultes. Bien évidemment, comme dans toute institution, comme dans tout travail, comme dans la vie, j'allais dire, un adulte peut se retrouver en difficulté. Et cela peut être effectivement dû à du harcèlement, à nous d'être vigilants. Et la vigilance qu'évoquait tout à l'heure Caroline, elle est de mise pour les adultes. Voilà, c'est-à-dire que cet œil attentif que l'on doit avoir, et notamment on doit en tenir compte dans nos formations, il est sur toute la communauté scolaire. Voilà, à la fois les élèves, bien évidemment, mais aussi les adultes. Ce qui pourrait être moins évident parce que on est tous au service de nos élèves, bien évidemment, et attention de ne pas passer à côté effectivement d'un adulte qui pourrait être en souffrance pour X ou Y raison. Donc ça fait partie de cette vigilance que l'on a, et notamment quand on travaille avec nos référents, on pourra en parler, et puis nos formateurs. Et pour poursuivre ce que dit Régis, notre ministre vient de nous le rappeler, Monsieur Papendiaï, un élève qui apprend bien à l'école est un élève qui va bien. Et pour qu'un élève aille bien, il est entouré de professionnels qui vont bien. Et on ne va pas se cacher la face, on est dans une situation post-crise où les équipes ont beaucoup donné, et donc les relations de travail ont été fragilisées. Et ce qui nous semble peut-être important aussi d'ajouter là sur la question du harcèlement au travail chez les adultes et les professionnels, c'est notre vigilance à ne pas personnaliser la question du harcèlement qui se traduit parfois par des conflits interpersonnels entre professionnels, mais de prendre du recul sur la question des conflits interpersonnels, parce que le conflit fait partie de la vie au travail, mais d'aborder le traitement des situations et le soin à apporter par la régulation des collectifs de travail, et d'interroger qu'est-ce qui vient se jouer là dans le travail, qui n'est pas que de l'ordre de l'individuel, mais qui fait aussi partie des process de travail. Et ça, c'est un sujet vraiment important. Et nous avons à cœur de continuer à le mettre au travail avec Régis Vivier, les équipes et la DRH. Très bien. Dernière question. Donc on a beaucoup parlé. Un sujet un peu plus léger, c'est l'instant récré. La dernière question, quel a été votre meilleur souvenir à l'école ? Alors, moi, à titre personnel, j'en ai beaucoup de bons souvenirs. Alors, on a tous des bons et puis des moins bons souvenirs, forcément, à l'école, mais moi, j'en garde effectivement beaucoup de bons. À titre personnel, c'est un souvenir qui est plus lié, sans doute, à une période de ma vie d'écolier, d'apprenant, j'allais dire. Et qui se situe effectivement à un moment où, d'un point de vue personnel, j'ai été confronté, j'allais dire, un petit peu à la maladie, qui m'a rendu, et cela m'a rendu un petit peu, j'allais dire, un peu moins en confiance peut-être à cette période-là, forcément, avec d'autres soucis un peu dans la tête. Et au moment d'un changement d'école, d'établissement, parce que j'étais un petit peu plus âgé, j'étais adolescent, au moment d'un changement d'établissement, je n'oublierai jamais l'accueil qui m'a été réservé dans le nouvel établissement. Et je l'ai toujours gardé en tête, parce que quand j'ai été amené à travailler dans les classes, en vie scolaire, et puis quand j'ai pris des fonctions d'encadrement plus tard, je me suis toujours rappelé de ces enseignants et d'une CPE en particulier, qui m'a accueilli le jour où je suis arrivé après ce passage un peu difficile. Il a été déterminant pour moi sur ce qu'évoquait Caroline tout à l'heure, la confiance, la remise, j'allais dire, et ce que je disais, le soin apporté. Et ce moment-là, il est resté gravé pour moi à vie. Je pense qu'il a compté dans le métier quelques années après que j'ai pu embrasser et passer ma vie au sein de l'école finalement. C'est très joli, Madame Fourniol. Mais moi, ce qui me vient spontanément, c'est peut-être aussi en écoutant mon collègue, ce qui se passe après quelques semaines d'école, quand votre professeur ou votre professeur vous reconnaît et m'appelle par mon prénom et sait qui je suis, ou commence à comprendre qui je suis. Et là, j'ai le sentiment d'exister en tant que personne, de pouvoir lâcher une forme de stress et d'inquiétude, et du coup de pouvoir m'installer dans l'espace classe avec mes camarades et d'avoir le sentiment de commencer à exister. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci Régis Vivier, merci Caroline Fourniol d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Tout est plus clair à présent, enfin on l'espère.
Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.